que l'on s'oriente vers un confinement total pour stopper la propagation du coronavirus. L'exécutif y a fermé tous les établissements scolaires et la plupart des lieux publics y réfléchit sérieusement et exhorte tous les Français à respecter les consignes. Une semaine inédite. Une forte augmentation quotidienne des cas et les services. 16 mars. Le virus Covid-19 s'est invité dans nos vies depuis déjà plusieurs jours. Nous sommes en pleine mer, tantôt calme, parfois agité, tous sur le même bateau. Un article paru dans la revue lundi matin m'interpelle. Le monologue du virus. Faites taire, chers humains, tous vos ridicules appels à la guerre. Baissez les regards de vengeance que vous portez sur moi. Éteignez le halo de terreur dont vous entourez mon nom. Nous autres virus, depuis le fond bactériel du monde, sommes le véritable continuum de la vie sur Terre. Sans nous, vous n'auriez jamais vu le jour, non plus que la première cellule. Nous sommes vos ancêtres, au même titre que les pierres et les algues, et bien plus que les singes. Nous sommes partout, partout où vous êtes et là où vous n'êtes pas aussi. Tant pis pour vous si vous ne voyez dans l'univers que ce qui est à votre ressemblance. Mais surtout, cessez de dire que c'est moi qui vous tue. Vous ne mourrez pas de mon action sur vos tissus, mais de l'absence de soins de vos semblables. Je suis fasciné par l'image de ce virus. On dirait les pistils d'une fleur de la passion, un soleil, ou que sais-je encore. 17 mars 2020. L'information tombe. Un dispositif de confinement est mis en place sur l'ensemble du territoire pour stopper la propagation du Covid-19. Confinement. Fait d'être retiré. Action d'enfermer. Fait d'être enfermé dans des limites étroites. Temps de pause incitant à la création, mais aussi réalité violente de la situation. Qu'allons-nous faire? Quid des ouvriers qui vont trimer à l'usine, des travailleurs des chantiers, des personnels soignants? Que faire aussi pour celles et ceux qui sont à la rue? Les prisonniers de nos geôles surpeuplées. Ce temps de recueillement et de retrouvailles familiales pour certains est un temps de galère pour tant d'autres qui habitent dans des apparts exigus avec parfois un conjoint violent. Il y a aussi pour beaucoup l'expérience de la séparation. Il y a les morts, les malades, les conséquences indirectes, les plus touchés par le désastre social qu'accentue cette catastrophe. Il y a ces femmes et ces hommes qui sont en première ligne, sans protection, pour soigner, nourrir, servir, transporter, réparer, colmater, nettoyer, qui continuent à travailler pour que notre monde ne s'effondre pas, souvent à leurs risques et périls, malgré la peur au ventre et l'angoisse des lendemains. Pour l'instant, toutes celles et ceux dont l'activité à l'extérieur n'est pas indispensable à court terme doivent donc rester confinés pour laisser de l'espace vital et ne pas contribuer à la saturation hospitalière. Ce qu'on nous demande là est assez simple, c'est le minimum. À rester tranquille, éviter les contacts et se prémunir de comportements irrationnels et égoïstes. Renoncer provisoirement à vivre comme si de rien n'était. C'est peu, mais c'est beaucoup. Surtout pour les gens peu entraînés à ça. Mais le en même temps macroniste continue à troubler le message. Restez chez vous, allez voter. Restez chez vous, allez bosser. Ne pas devenir dingue est déjà un beau projet pour les semaines à venir. Silence des villes. On arrête tout, ou presque, et on se pose pour réfléchir.
Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Introspection pour certains, angoisse pour les uns et bonheur pour les autres. À quoi je sers? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Pour le moment, on se repose. On fait des choses que nous avions en retard, d'autres qu'on n'a jamais eu le temps de mettre en œuvre. Je quitte le navire amiral de mon lieu de confinement de Poitiers 1 semaine sur 2. Je dois rejoindre mon fils Eliès dans ma maison à la campagne. Depuis 1 an, sa mère et moi sommes séparés. Nous partageons en alternance cette maison que nous avons rénovée depuis 15 ans. Notre projet de la vendre durant ce printemps est bien entendu tombé à l'eau. Ici, le printemps jaillit dans toute sa splendeur. La végétation est en folie. C'est un festival de fleurs, de couleurs et d'odeurs envoûtantes. Les insectes et animaux de tout poil sont de retour. Les hérissons sont sortis de leur hibernation. Les oiseaux chantent jour et nuit. Les chauves-souris virevoltent dans toutes les directions dès que le soir arrive. J'adore cette époque et j'essaie de m'abreuver de cette énergie débordante que cette nature nous offre en ces temps obscurs. Je travaille souvent dans ce que l'on appelle désormais les grands ensembles. Je connais bien la situation des gens qui vivent ou travaillent dans les cités. Je mesure donc la chance de pouvoir vivre ce confinement dans ces 2 lieux respectifs et tellement complémentaires. Le confort moderne de Poitiers m'offre l'urbanité, son architecture minérale de métal et de béton me fait voyager sur une mer hypothétique. Notre maison m'apporte l'ancrage à la terre et une certaine liberté de mouvement. C'est ici que je peux me ressourcer. Les voitures ont déserté les rues et les autoroutes. Les avions ont cessé de strier nos cieux. Les trains ont presque tous cessé de circuler. Ma pendule s'est arrêtée. On s'ennuie, et c'est bon. Le temps s'est ralenti, réellement, et c'est global. Nous sommes secoués. C'est l'occasion de se bouger, d'être solidaire, prévenant, et d'aller vers l'essentiel. Il est temps de s'apercevoir que nos vies doivent échapper à la sacro-sainte loi du marché que nos patrons et gouvernants nous vendent depuis toujours. Ce virus va-t-il nous permettre enfin de nous calmer ?
Nous vivons des blancs comme ceux qui existent entre les mots. J'ai le sentiment que l'espace s'est agrandi. Et pourtant, j'ai aussi l'impression d'être dans un labyrinthe impossible. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger J'ai presque entièrement cessé de regarder les infos et le climat anxiogène qui s'y déverse. muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants Je continue d'entretenir les liens avec mes proches. chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de Dans mon entourage, il y a Héloïse, qui me poste des lectures et me fait écouter beaucoup de musique. Il y a Jérôme, qui imprime des attestations de déplacement pour les anciens de son village. Il y a Bérangère, qui s'occupe de faire les courses de ma grand-mère. Il y a Alex en Auvergne, qui a décidé de lancer une radio pirate, Radio Virus. Il y a Sam, mon plus vieil ami, qui lui est un véritable marin au long cours, qui commande un méthanier. Il vient de m'envoyer un câble via Internet. Sonia, à Marseille, qui me dit sa colère de l'intérieur de la prison des Baumettes. Mon fils Mathéo s'est isolé chez lui pour terminer son disque et composer de nouveaux morceaux. Il y a les copains de Primitivi qui partagent des liens pour voir des films. À Strasbourg, Nico TV Bien lance sur le web le Petit Festival. À Paris, il y a les mutins de Pangée qui viennent de m'envoyer leurs contributions. Nous n'avons pas d'autre idée que de continuer à nous intéresser plus que jamais à la vie des autres, au reste du monde, aux décisions publiques, à la vie de la cité, au syndicalisme, à l'histoire, au monde qu'on habite. Ne rien lâcher et autant que possible essayer de garder le sens de l'humour. Ne pas mollir en quelque sorte. Il y a Anne qui de ses collines de Provence m'envoie des poèmes chaque jour. Je les mets en ligne sur le site de l'Entrelieu, un archipel de poésie sur le web que nous faisons ensemble. Habiter le monde par la poésie à l'heure du confinement. C'est à cet endroit, là où nous sommes physiquement, et dans cet interstice de la parole, qui viennent s'agréger à d'autres mots échangés çà et là, de part et d'autre, que l'esquisse d'un monde à réinventer se dessine. Les pensées se bousculent, tentative de déjouer le sort d'un monde soudainement atrophié, en manque d'oxygène. Et pourtant, de ma fenêtre, la même brise déploie la branche de l'arbre vers l'inconnu depuis la racine. Voie étroite de nos vies confinées, où les ondes en boucle n'égrènent que des limites toutes saupoudrées de nos peurs ancestrales, relayées par les marchands du temple et leur cortège d'anagrammes. À travers le dédale, le poète connaît l'espace de la ligne, étroite elle aussi, sertie des mots assemblés un à un, son sens, sa boussole, comme une consolation. Ce n'est pas la peur cependant qui le guide, mais son besoin de justesse, sa raison d'être même, ce dans l'adresse tendant les bras vers l'autre. En ce qui me concerne, j'apprends l'humilité des heures. Je tente d'être à l'écoute du moindre bruissement intime. Parfois la tempête me traverse. Je la laisse accomplir son ouvrage. Je suis au monde, infime parcelle de vivant. C'est dérisoire, mais ça me rassure. Chez moi, j'ai accès aux objets qui me sont chers,
à mes livres, à mes films, à tout ce qui m'a construit. C'est aussi ma base de travail et mon bureau. Je ressors des écrits et bouquins qui étrangement se rappellent à moi. Il y a Contre vents et marées, écrit par un grand-oncle sur mon histoire familiale à Madagascar. Bouleversant. Il me ramène à mon enfance et aux souvenirs de ma grand-mère paternelle. Je tire le fil et me replonge dans les aventures de pirates du capitaine Misson et d'un prêtre italien défroqué, Caraccioli. Ils auraient fondé, au XVIIe siècle, au nord de Madagascar, un village utopique, Libertalia. République éphémère et chimérique, peuplée d'hommes et de femmes fuyant la tyrannie et l'esclavage de leur époque. Il y a aussi Le Vagabond des étoiles, de Jack London, sur l'enfermement et sur le pouvoir magistral de l'imagination comme moyen de s'échapper d'une prison. Et puis, bien sûr, il y a les films qui eux aussi m'interpellent. Final Cut, sur la question de la mémoire et sur la manière de raconter l'histoire d'une vie. Minority Report, adapté d'une nouvelle de Philippe Cadic, évoque un futur étonnamment proche de notre quotidien, avec les projets de contrôle biométrique qui circulent actuellement. Lord of War, d'Andrew Niccol, aborde la question du business des armes. Le Covid-19 est-il une arme de destruction massive ? Il y a Dark City d'Alex Proyas, où le personnage principal se retrouve perdu dans une ville où la réalité n'est qu'illusion. Enfin, c'est Requiem for a Dream qui lui aussi s'invite sur mon écran. Il aborde le thème des paradis artificiels. Drogue ou télévision, telle est la question. Quant au documentaire, c'est La domination masculine de Patrick Jean, peut-être en écho aux hommes omniprésents dans la parole officielle que nous recevons chaque jour, que je décide de revoir. Et puis c'est Le monde parfait, là encore du même réalisateur, qui promène sa caméra dans les allées d'un temple de la consommation. Certainement un autre écho à ce temps actuel où notre manière de vivre s'est radicalement transformée. Il y a cette nourriture intellectuelle qui m'habite comme jamais, mes phares et mes balises. Il y a aussi le jardinage, ou encore la cuisine, qui occupe une partie de mon temps. De mon côté, je termine le clip du groupe The Walk, dont le titre est Storm, la tempête. C'est l'équinoxe de printemps. La météo est bonne. Nous décidons de le mettre en ligne. Je continue ma traversée, comme tout le monde.
J'écoute le flux et le reflux des vagues dans le coquillage qui est sur ma cheminée. Ce samedi 21 mars, je viens de lire et relire un article sur Mediapart. Un spécialiste préconise des tests systématiques qui seraient faciles à instaurer pour autant qu'on en fasse une priorité sanitaire et que l'on s'organise. Le professeur Raoult, une vraie star mondiale dans le domaine qui est l'infectiologie, s'insurge. Pour lui, la vraie question est comment ce pays est arrivé dans un tel état que l'on préfère écouter les gens qui ne savent pas plutôt que ceux qui savent. Ce spécialiste annonce qu'il utilise une vieille molécule pour soigner les gens. Personne ne semble l'écouter. Ce professeur relève avec ironie qu'il n'est pas impossible que la découverte d'une nouvelle utilité thérapeutique pour un médicament tombé de longue date dans le domaine public soit décevant pour tous ceux qui espèrent un prix Nobel grâce à la découverte fracassante d'une nouvelle molécule ou d'un vaccin. Sans oublier la perspective des dizaines de milliards de dollars de revenus à prendre, là où la molécule ne coûte littéralement rien. Sans surprise, les grands médias le définissent comme un personnage théâtral et clivant. Je l'adore. Des rumeurs et des fausses nouvelles circulent. Un vaccin miraculeux existerait. Des fausses données sur l'origine de la maladie sont avancées. Des théories du complot fleurissent partout sur la toile. Le monologue du virus me hante. Cessez de me blâmer, de m'accuser, de me traquer, de vous tétaniser contre moi. Tout cela est infantile. Je vous propose une conversion du regard. Il y a une intelligence immanente à la vie. Nul besoin d'être un sujet pour disposer d'une mémoire ou d'une stratégie. Nul besoin d'être souverain pour décider. Bactéries et virus aussi peuvent faire la pluie et le beau temps. Voyez donc en moi votre sauveur plutôt que votre fossoyeur. Libre à vous de ne pas me croire, mais je suis venu mettre à l'arrêt la machine dont vous ne trouviez pas le frein d'urgence. Je suis venu suspendre le fonctionnement d'où vous étiez les otages. Une histoire particulière. Les histoires d'amour finissent mal en général, peut-être, mais c'est leur façon à elles de créer les œuvres les plus spectaculaires sans concession. Abélard, il est le premier qui s'est posé des questions et il a mis en doute. Je pense que la première des choses pour un intellectuel, c'est de poser une question et d'essayer de comprendre, d'avancer, de recommencer, etc. Mon travail est en stand-by. Tous les projets qui étaient dans les tuyaux sont à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Je continue quand même la mise en ligne quotidienne de poèmes avec l'entrelieu. Nous décidons de créer une rubrique sur les échanges épistolaires de Anne Vuagnoux, confiné à Saint-Michel-l'Observatoire, avec Joël Lokossou, confiné quant à lui à Cotonou, au Bénin. Comédien nomade, poète à ses heures et inventeur de chants comme il aime à l'écrire. Nous appelons cette section « Respiration » avec un S. Des mots à inventer par-delà les frontières. C'est peut-être l'une des leçons que nous aura apprises ce mal sourd tapi dans l'ombre. L'autre nous est absolument nécessaire. Il est respiration, condition même de la vie. Souffle qui guide la poitrine et sur lequel nous nous appuyons pour l'espace d'un instant, devenir plus ample avant de l'exhaler dans ce va-et-vient infime qui ponctue l'existence. Il circule dans nos veines, habite la pensée, s'insinue dans la vitalité de l'être.
Il s'agit de le faire perdurer quoi qu'il en coûte, de le faire advenir dans chaque interstice, au creux même du possible. Et la ligne d'horizon tout intime que j'adresse à toi comme à d'autres et qui m'a obstinément tenu debout malgré les embûches, ce sont les mots, toujours. Au commencement était le verbe, nous dit le livre. Quelle aventure. Nommer, c'est faire exister le monde et cela n'a rien à voir avec le discours qui n'est à mes yeux qu'illusion du partage. C'est l'en-deçà de la parole. À ce manquement grave du gouvernement s'ajoutent les carences du matériel, notamment des masques FFP2 et masques chirurgicaux faute de mieux. Autrement dit, une population cible, particulièrement exposée au risque de contamination et au risque de contaminer, n'est pas à même de se protéger comme il se doit. Un hiatus qui pourrait se relever également dans une moindre mesure pour les forces de l'ordre qui contrôlent les Français, alors sans que la aucun France masque. aborde sa deuxième semaine, la stratégie du confinement semble avoir des limites. Explication. Les bons élèves, les mauvais élèves et les donneurs de leçons. Voilà comment pourrait s'intituler la fable sur le confinement pour limiter les cas de contamination face au coronavirus. Depuis le début des mesures prises par le gouvernement, le respect du confinement est visiblement à géométrie variable. Dans certaines zones dites populaires à forte concentration d'immigrés, les consignes ne sont pas toujours observées. En effet, une douzaine de jeunes auraient même organisé un barbecue en bas d'un immeuble dans l'Oise mercredi dernier. Verdict, 1 600 € d'amende. Cher le barbecue en zone « 26 mars. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Les news du jour sont vraiment dégueulasses. Les délais de détention provisoire sont allongés de 3 à 6 mois selon la gravité des infractions. Mon smartphone est à l'agonie. J'ai le sentiment d'être plus réveillé que jamais. J'ai la rage. Mon travail s'est tari. Il y a donc ce film sur mon confinement qui me tient debout et m'oblige à penser cet espace-temps, à activer mes neurones pour rester vigilant face à la parole officielle et aux peurs envahissantes qui rôdent alentour. Après la gestion catastrophique des tests du virus, le scandale des masques de protection surgit dans nos vies. Nos dirigeants sont tellement rigoureux et modestes qu'ils ont préféré laisser les soignants développer leur propre créativité en fabriquant eux-mêmes leurs masques, remplacer les blouses par des sacs poubelles, fabriquer leur propre gel hydroalcoolique. Plusieurs articles, dont l'un sur France Culture, ont
ont apporté des éclairages sur l'incroyable pénurie actuelle de masques en France, dont il est certain qu'elle va coûter des centaines de vies, en particulier parmi les personnes situées au front du système sanitaire et des autres urgences vitales. On nous parle d'erreurs de logistique, mais les graves irresponsabilités sont légion. À commencer par les faux pas à répétition de Sibeth Ndiaye, porte-parole de l'Élysée, dans ses pitoyables numéros de communication sur l'inutilité des masques pour le public. Un argument brillamment démenti par Serge Galam, physicien, chercheur émérite au CNRS, dans cet article au titre explicite « Masque, mais de qui se moque-t-on » Donc oui, on peut vraiment parler de mensonge d'État, mais elle n'est pas la seule à avoir menti ou sacrifié la vie sur l'autel de l'économie. Buzyn, Véran, Blanquet, Pénicaud, Philippe, etc. Et bien entendu le président Macron. Depuis fin mars, des plaintes sont déposées. Elles visent le Premier ministre, l'ancienne ministre de la Santé, mais aussi son successeur, Olivier Véran. Elles les accusent de mise en danger de la vie d'autrui ou d'homicide involontaire. Toutes sont transmises à la Cour de justice de la République, seule instance en capacité de juger des ministres pour des faits commis lors de l'exercice de leurs fonctions. À suivre. Les jours passent. Le confinement est prolongé. Ce que nous racontent nos dirigeants me fait penser à Tchernobyl. Je pense tous les jours à ceux que l'on appelait les nettoyeurs à l'époque de cet accident nucléaire. Le nom qu'on donnait aux sacrifiés. Ceux qu'on envoyait munis d'un linge sur la bouche et d'une paire de bottes, pelleter les gravats de radioactivité. On passe à un autre niveau. Un couvre-feu est décrété. Les épidémies sont marquées par un accroissement du pouvoir militaire. Les flics sont partout. À Marseille, des drones surveillent les déplacements des habitants. Les tuyaux du web sont engorgés. Trop de gens connectés simultanément. Les bourses dévissent. On évoque la pire crise que nous ayons connue. Le château de cartes s'effondre. Les craintes suscitées par le Covid-19 reprennent le pas sur les actions des États et des banques centrales. Le marché est rattrapé par les considérations sur les conséquences humaines et économiques de cette crise sanitaire. Que ceux qui n'avaient pas compris que nos responsables étaient des prédateurs restent endormis.
Ce temps avec Eliès est aussi privilégié. Il y a les devoirs que je suis de près et les conversations qui en découlent. Elles sont souvent bien plus soutenues que celles que nous avions avant cette pandémie. Pour lui aussi, le temps est suspendu, et nous ne courons plus comme c'était le cas dans notre vie précédente. Nous jardinons ensemble. C'est l'occasion de réviser le nom des arbres et des variétés de plantes qu'il y a chez nous. On parle de leurs vertus et de leurs usages. Nous jouons comme des gosses qui feraient l'école buissonnière. Nous regardons des documentaires. Il me fait découvrir la série qu'il regarde. Nous discutons beaucoup de la prison, de l'univers carcéral et de l'enfermement, loin des clichés des clips de rap qu'il affectionne. Il a ressorti son vieux jeu vidéo de Minecraft et s'est transformé en spécialiste de la roue arrière en vélo. Nos interminables parties de ping-pong nous permettent de prolonger nos échanges. Il prend le relais sur l'arrosage de nos semis quand je repars vers Poitiers. Il grandit à vue d'œil, comme les graines que nous avons plantées. Un peu de haine, un peu d'amour, où elle me mène dans ses discours. J'ai pas sommeil depuis ma tour, loin des problèmes, loin des vautours. J'ai voulu être le plus transparent, mais j'ai pas maîtrisé donc j'ai disparu. Je sais qu'elle m'a vu, mais je fais semblant. Elle était là quand j'avais besoin, m'a prise dans ses bras, a serré ma main, m'a attrapé dans son filet. Depuis les années on défilait. Parmi les choses que je redécouvre, il y a le sourire. Et parmi celles qui me font bien marrer, il y a le journal de confinement élaboré par Pierre-Emmanuel Barré, qui ne se prive pas pour dire tout haut ce que pensent beaucoup tout bas. Je fais partie de cela. Son humour corrosif est vraiment salvateur. Ah putain, je vais crever là tout seul. Oh, faut pas perdre le sens de l'humour. Bon, y a pas de réseau. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la nuit ici. Et demain, je vais remonter un peu pour essayer d'appeler les secours. Heureusement, il me reste 90% de batterie. C'est la merde, il me reste que 10% de batterie. J'ai joué à Clash of Clans. Oh, bon, bonne nouvelle. En fait, ma jambe, ça va. C'était pas la mienne qui était cassée, dans le noir, j'avais pas vu. En fait, c'était à lui. Apparemment, je suis pas le seul à vouloir construire des cabanes à flanc de colline. Allez, il faut que je remonte. Leaderman. Oh putain, je vais crever ici. Quand je pense à tout ce que j'ai jamais fait, j'ai jamais dit merci à ma mère pour tout. Je viens de recevoir un mail qui réveille en moi beaucoup de souvenirs de mon film Au prix du gaz, sur la liquidation des ouvriers de New Fabrice. L'usine de Luxfer à Gerza est l'unique producteur européen de bouteilles d'oxygène médical. Pourtant, il y a 1 an, la direction de Luxfer a décidé de fermer définitivement l'usine et de licencier tous les effectifs malgré des bénéfices en augmentation de 55%. La raison ? User de sa position de monopole et créer des retards d'approvisionnement pour forcer les clients à prendre des produits de plus basse qualité et augmenter ses prix de 12%. Sauf qu'aujourd'hui, le monde fait face à une épidémie de Covid-19 et qu'il n'y a pas de vaccin. La seule possibilité pour les malades sévères est de survivre aux symptômes, soit avec des respirateurs, soit via inhalation d'oxygène. Les ex-salariés de Luxfer demandent la nationalisation définitive de cette usine pour un redémarrage immédiat. Décidément. Les nouvelles des amis continuent de me parvenir. Mon vieux copain Kamel, médecin à Tétouan au Maroc, me raconte ses galères, déjà bien hallucinantes en temps normal. Le ramadan commence. Ce ne sera pas simple cette année. Seb, confiné sur l'île de Beauté, m'explique comment la police qui patrouille profite de ce moment pour coincer des personnes qu'il recherche, isolées dans les montagnes. Coincé en Corse,
Il me décrit la double peine qui s'est abattue sur ceux qui doivent rejoindre le continent pour X raisons. On leur vend des billets de traversée, mais la préfecture peut leur interdire de prendre le bateau. Il est assez dépité par l'acceptation générale de la situation par ses compatriotes. Il n'y a plus d'internet chez nous. Eliès, mon fils, consulte une dernière fois le site des devoirs du collège. Il s'agit du transport maritime avec une étude d'une vidéo de l'émission Le Dessous des cartes. 80% de nos échanges de marchandises passent par les océans. Jean-Christophe Victor pose la question de notre rapport à la mondialisation. Est-ce vraiment souhaitable qu'un djinn fasse la distance du tour de la Terre entre la production et l'achat? À Marseille, son grand frère Matteo termine ses nouveaux morceaux de musique. Il profite pleinement de ce moment de confinement cloîtré chez lui avec Gaspard, son plus vieil ami, fils de Nico, mon frère d'aventure et de vidéo depuis 25 ans. Il mesure la place centrale de l'amitié au long cours dans l'existence. Il me manque. Il vient de m'envoyer l'un de ses titres « Pourquoi je suis là ?» qui résonne fortement avec mes questionnements. On y est. Tous les services hospitaliers sont saturés. Il ne nous reste à faire que ce qu'Eliès appelle des choses à l'ancienne. Réalité dans toute sa splendeur. Je suis comme les aiguilles, j'attends passe mon heure. Mais je fais qui croire à toutes ces belles histoires qui terminent toujours bien avant la suite qu'on ne raconte pas alors qu'on me raccompagne. Il me faut trop peur les gens, à se donner un air intelligent, mentir pour être intéressant, je suis mieux tout seul. Je vois que les autres, j'aime mes uns, je suis mieux tout seul. Si c'est ça pour de vrai, je mettrai la vie de Casper, je l'aime trop pour qu'elle se perde. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là dans ta vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là dans ta vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Embellir la fin pour vendre du rêve, la rendre plus belle quand elle est mauvaise. On se fait des films dans l'espoir d'alimenter la presse. On se fait des films, on en crève, yeah, yeah. Je suis pas un monstre, j'ai pas compris les règles sociales. Là y'a tout qui m'énerve, donc je mets cerveau en grève. Tout qui devient minable, fermé aux autres quand je suis ouvert à elle. Fermé à elle quand je repasse en boucle la fin de l'histoire. Je résume tout ça sans pouvoir être moi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là dans ta vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là dans ta vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? « 23 avril. Macron, à l'issue du Conseil européen consacré à la lutte contre le Covid-19, s'exprime à la télé. 36 millions de personnes le regardent. Moi, non, ce n'est plus possible, depuis déjà longtemps. Je consulte une interview d'Alain Damasio sur Reporter. C'est un écrivain de science-fiction avec lequel j'ai échangé au sujet d'une création audiovisuelle autour de son dernier roman, Les Furtifs. Pour lui, on vit en démocrature. Aucune des décisions prises sur cette pandémie n'a respecté la moindre ébauche de débat démocratique. On subit les choix d'un prince aux yeux crevés. Pourtant, on sait que quelle que soit la crise, terrorisme, pandémie, guerre, n'importe quel président en place gagne 15 à 20 points de popularité juste parce que la figure d'une autorité rassure. Je suis traversé de frissons à penser aux prochaines élections. 25 avril. La nouvelle du jour est encore consternante. Un détail qui en dit tellement long sur nos dirigeants et ses laquais.
À Toulouse, une jeune femme a été placée en garde à vue pour outrage au chef de l'État. On lui reproche d'avoir placé sur sa maison une banderole où était écrit « Macronavirus, à quand la fin ?» 26 avril. La police nationale fait encore plus fort sur l'île Saint-Denis, à Paris. Une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit des fonctionnaires proférer plusieurs remarques racistes à l'égard d'un homme qu'ils viennent de récupérer dans l'eau, en bordure de Seine. C'est pas nager, comment ça nage pas? Ça coule. T'aurais dû accrocher un boulet au pied. Les propos racistes et les comportements violents ne sont pas des bavures, ni des erreurs. Ils sont systémiques. « 1er mai. Dans ma boîte mail, les messages s'accumulent à l'approche du 1er mai. Dans mes amis, nombreux sont ceux qui, en ce moment, commencent à avoir des fourmis dans les jambes et à vouloir sortir dans la rue. Tout particulièrement en ce jour symbolique, celui de la fête des travailleurs et des travailleuses. D'autant plus aujourd'hui, quand on sait qu'ils et elles sont en première ligne, contraints et exposés. Ça cogite fort dans les têtes, et chacun se pose la question de comment faire. D'un côté, les consignes de confinement, l'état policier, et de l'autre, le besoin, le devoir de faire de ce jour du 1er mai 2020 un événement qui entre dans l'histoire du déclin de la Macronie. Simultanément, ce gouvernement continue son travail de démantèlement des édifices à vocation sociale que nous et nos aïeux avons construits, entretenus et défendus. Il faut donc ne pas laisser faire et sortir manifester pour inquiéter les artisans de cette destruction, de cette oppression, de ce pillage. Ceux qui appellent à descendre dans la rue connaissent tous les gestes barrières, les procédures à mettre en œuvre qui permettraient de se rassembler en pleine responsabilité. Au même moment, au nom du sauvetage de l'économie, on apprend que l'État va distribuer 20 milliards d'euros aux grands groupes français, Air France, Renault, patron du MEDEF et consort du CAC 40. Sans aucune contrepartie environnementale, alors que ce sont souvent les plus gros pollueurs. Ce même MEDEF demande un moratoire pour remettre en question un certain nombre de dispositions législatives liées justement à l'environnement. J'ai beau être de nature optimiste, on n'est quand même pas arrivé. Envie de larguer les amarres de ce temps suspendu, ce maintenant figé. Le voyage est encore long. On vit, tout simplement. On navigue à vue, on partage, on s'entraide. J'ai le sentiment que nous arriverons à bon port. Qu'est-ce que c'est bon! C'est donc parce que ce virus nous étouffe que le monde respire enfin. Il ne me manque plus que toi, belle sirène. « 8 mai, 9 mai, 10 mai, c'est l'anniversaire d'Eliès. Au moment où je vous parle,
une bonne moitié de l'humanité. Comment on fait? C'est-à-dire que moi je veux bien qu'on ait l'humilité, mais il faut quand même des décisions. Les politiques doivent être aussi à leur place. Conférence de presse en direct depuis l'hôtel Matignon. Et dans les jours, les semaines et les mois qui suivront. 11 mai. Quelle était notre stratégie Je prends le large. à l'épidémie de Covid-19? Pour vous dire ce que nous faisions, ce que nous espérions et ce que nous redoutions. Car nous vivons, chacun l'a bien compris, une crise sans précédent. Cette crise sanitaire, jamais dans l'histoire du monde, va entraîner un tel arrêt aussi massif, cette crise-là, aussi générale, ne fait que aussi brutale. On arrive dans des dynamiques où on passe de la résilience à la fragilité. Et aujourd'hui, nos économies sont extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables. Et c'est ça le paradoxe, c'est que notre monde, notre civilisation est très puissante à cause du pétrole, enfin grâce au pétrole, aux énergies fossiles. Et cette puissance immense démiurgique, en fait, elle nous rend extrêmement vulnérables. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir parce qu'on est dans ce coussin de confort, de sécurité qui nous rend, arrogants. On croit que les virus, c'est pour... Radio Virus, bonsoir. Radio Virus, c'est la radio des hirondelles confinées, faite par les hirondelles, pour les hirondelles.